Nous allons donc poursuivre cette première session avec 4 intervenants confrontés dans leur domaine respectif à une même difficulté. Il faut anticiper les effets du changement climatique alors même que les décisions à prendre engagent les territoires, des infrastructures, des écosystèmes sur le temps long. Je vais inviter à me rejoindre Karine de Boissezon, directrice de la direction Impact du groupe EDF, Philippe Drobinski, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique IPSL et directeur du centre interdisciplinaire Energy for Climate, Albert Maillet, conseiller de la directrice générale de l'Office national des forêts, et Geoffrey Maille, directeur environnement et développement durable de Vinci Concessions. Bienvenue à tous les 4. Alors, il n'y a pas vraiment de plan de table, et en même temps, si, c'est parfait. Bravo à vous, vous êtes pile poil sous vos photos. Là, je pense que si on l'avait voulu, on n'aurait pas réussi. Mais vous avez réussi, bravo. Alors, on va essayer de répondre à 3 questions. Juste 3 en 1 heure, avec votre aide, bien sûr, les questions en ligne, et puis si vous avez le bon code, on va le redire tout au long de la journée. On va essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi faut-il déjà changer nos méthodes? Pourquoi aucun acteur ne peut s'adapter seul? Et comment savoir si les décisions prises aujourd'hui réduisent réellement les vulnérabilités de demain? Philippe Drobinski, je vous propose de démarrer. Vous travaillez sur les dynamiques climatiques et énergétiques. Votre point de départ est très clair. Le changement climatique est déjà en cours. Ses effets vont se poursuivre et les événements extrêmes ne touchent jamais un secteur de manière isolée. Pourquoi, Philippe, l'adaptation est-elle devenue incontournable tout en ne devant jamais faire oublier la nécessité de réduire les émissions? Ah oui, alors il faut appuyer. C'est comme quand vous êtes professeur dans un amphi. Non, mais effectivement, le changement climatique, c'est plus un risque lointain, c'est une réalité qui est déjà observable et avec plusieurs conséquences. C'est que les événements extrêmes sont plus fréquents, plus intenses, mais aussi, et je pense que ça va être pour moi en tout cas un fil rouge, et ça a été déjà évoqué par Jean-François Soussana, c'est le côté interdépendant de ces extrêmes climatiques. Donc l'adaptation, elle est devenue incontournable parce qu'une partie du changement climatique est déjà engagée. Les émissions passées continuent d'influencer le climat, et puis nous savons que les prochaines décennies resteront marquées par un réchauffement supplémentaire et donc une augmentation de certains risques, et on doit préparer les territoires, les infrastructures, les entreprises, les populations aux conséquences qui sont déjà en cours et qui sont inévitables. Alors, je pense que là aussi, ça a été dit, l'adaptation remplace pas l'atténuation. Plus les températures augmentent, plus les coûts de l'adaptation augmentent, et certaines solutions peuvent devenir techniquement difficiles, économiquement très coûteuses, et puis en plus socialement inacceptables. Donc chaque dixième de degré de réchauffement climatique supplémentaire, en fait, obère nos capacités à nous adapter. Et donc adaptation et atténuation sont complètement complémentaires, puisque l'atténuation permet de limiter l'ampleur future des risques, et l'adaptation permet de les gérer dès à présent. Ça fait une certaine complexité, puisque il y a une dimension territoriale, forcément. L'adaptation, elle se construit sur le local, mais derrière, l'atténuation, ça répond à un problème global. Comment on fait pour ça d'ailleurs été dit, en fait, on peut plus facilement mesurer l'atténuation que l'adaptation. L'adaptation, elle est fondamentale territoriale parce que tout simplement, les impacts du changement climatique se manifestent localement. Lorsqu'on a une précipitation, un évidement précipitation extrême, les inondations qui peuvent survenir, elles sont locales, quoi. Donc l'atténuation, elle est globale parce que les émissions de gaz, les gaz à effet de serre se mélangent dans l'atmosphère, et donc leur impact ne sont pas différenciés. Alors ça a été dit, on pourra nuancer sur ce point-là, mais l'effet des gaz à effet de serre se produit de la même façon partout, mais par contre ce sont les phénomènes extrêmes impactent les territoires localement, et donc ça crée des vulnérabilités. Il y a des vulnérabilités du coup qui dépendent de nombreux facteurs localement, donc les ressources disponibles, la géographie du lieu, les infrastructures, les activités économiques, les caractéristiques sociales, les écosystèmes qui sont présents sur les territoires, et donc on doit adresser en termes d'adaptation la véritable complexité qui vient de ces interdépendances.
Merci Philippe. Albert, c'est un sujet qui peut faire la transition finalement. Albert Maillet, la gestion forestière s'est longtemps appuyée sur ce qui se faisait auparavant. Ça a toujours marché et finalement ça marche bien, on continue. Mais en fait, maintenant ce principe-là, il suffit plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi ? Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais rappeler rapidement que gestionnaire forestier, il a deux missions principales. La première, c'est de conserver et de transmettre le patrimoine dont il a la responsabilité aux générations futures. Et la seconde responsabilité, c'est de faire en sorte que ce patrimoine forestier réponde aux attentes de la société en termes de services apportés par la forêt. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, on a réussi à remplir ces deux objectifs tout simplement en s'inspirant de ce qui avait subi l'épreuve du temps avec succès, donc des gestions qui ont été efficaces dans le passé et en reproduisant ces gestions dans le futur. Mais cette stratégie repose sur une hypothèse implicite qui est très forte, c'est que les conditions générales ne changent pas, ou changent peu. Et cette condition, évidemment, avec le changement climatique, est totalement remise en cause. C'est pour ça qu'on est obligé aujourd'hui d'abandonner, et c'est une vraie révolution en termes de métier, d'abandonner les façons anciennes de faire et de basculer dans un système dans lequel on va injecter maintenant dans les stratégies le principe d'une vulnérabilité qui va augmenter avec le temps face aux aléas climatiques et le principe de prise en compte de cette vulnérabilité et de cette dynamique avec des approches d'anticipation très fortes de ces risques futurs, puisque la gestion forestière a comme caractéristique d'être une gestion qui se joue sur des temps longs, très longs, au minimum le siècle. Donc le besoin d'anticipation, il est tout à fait capital. Donc ça veut dire que c'est un changement de méthode pour vous également dans l'accompagnement des forêts que vous gérez, que vous accompagnez. Sachant que, rappelez-nous juste, par rapport à... On est dans un pays où il y a beaucoup de forêts, mais toutes ne sont pas gérées par l'ONF. Rappelez-nous peut-être un petit peu les grandes... Oui, alors les problèmes forestiers, ils sont communs à toutes les forêts. Hein. Ça, il n'y a pas de... Oui. Mais c'est vrai que en tant que gestionnaire, nous, on ne gère que les forêts dites publiques, c'est-à-dire, en gros, un quart de la forêt... Je parle de l'Hexagone. Ouais. Un quart de la forêt française hexagonale. Si je rajoute l'outre-mer, la forêt guyanaise amazonienne étant totalement domaniale, évidemment, là, les chiffres changent totalement. Mais sur l'hexagone, on gère un quart de la forêt hexagonale. Mais bon, les problématiques sont finalement les mêmes pour tous les propriétaires. Mais ça veut dire, Albert, que les trois quarts appartiennent à des propriétaires, appartiennent à des personnes privées. Oui, il y a des propriétaires qui ont des statuts privés. Il faut quand même accompagner. Le quart dont je parle, 25% dont je parle, est composé à 10% de forêts domaniales, donc dont le propriétaire en est l'État, et 15% de forêts appartenant à des collectivités, pour l'essentiel des communes. Du coup, vous avez dû changer complètement votre approche. Est-ce que vous pouvez, oui, en quelques mots, nous en parler ? Du coup, effectivement, il a fallu qu'on change de logiciel, si je puis dire. Et dans ce changement de logiciel, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Le premier paramètre, c'est de voir un petit peu quelles sont les capacités, on parlait tout à l'heure de capacités d'adaptation, donc quelles sont les capacités d'adaptation des espèces forestières, parce qu'on part quand même de cette base, à des conditions climatiques futures qui seraient différentes des conditions climatiques actuelles, et à partir de là, de faire des modélisations sur la manière dont les forêts pourraient évoluer dans notre pays avec le temps et d'en déduire des stratégies de rééquilibrage, j'allais dire, de la composition de ces forêts en essence, en privilégiant les essences qui sont les espèces qui sont a priori jugées les plus résistantes et en abaissant en proportion relativement la part des espèces qui sont jugées, qu'on estime en modélisation moins résistante. Donc ça va changer les paysages. Et ça va prendre un peu de temps, sachant qu'en plus ce qui complique l'affaire, c'est que là, je décris un système qui est très piloté finalement,
Mais ce système très piloté, il est bousculé en permanence par des crises de dépérissement qui peuvent être brutaux et massifs, qui sont pas du tout pilotés. Donc il va falloir aussi qu'on s'adapte, qu'on intègre ces crises dans la gestion de long terme de nos forêts. Le tout en l'expliquant à absolument toutes les parties prenantes de la forêt, qui sont quand même super nombreuses, puisque ce sont tous les citoyens qui ont envie de se promener dans une belle forêt, ce sont les travailleurs de la forêt derrière. Alors, il faut effectivement, ça c'est un des enjeux et une difficulté aussi, il faut effectivement faire œuvre de pédagogie vis-à-vis de l'ensemble des acteurs directement ou indirectement concernés. Premièrement parce que la forêt c'est un élément structurant des paysages, donc quand elle bouge, forcément ça va générer des questionnements, voire des réactions au niveau des acteurs du territoire. Et puis la seconde chose, c'est que le gestionnaire forestier, il fonctionne pas tout seul, il fonctionne à l'intérieur d'une filière économique, en aval avec des utilisateurs du bois et en amont avec des pépiniéristes qui fabriquent des plants. Et donc en fonction de la manière dont on va faire évoluer progressivement, ou moins progressivement d'ailleurs, si on est en crise, ces forêts, il va falloir que tous ces acteurs-là s'adaptent et de manière relativement synchrone avec l'adaptation que le gestionnaire va mettre en place sur les forêts. Sinon, il va y avoir des décrochages et des hiatus compliqués à régler. Donc oui, ça concerne un peu tout le monde. Oui. Un peu tout le monde. Merci Albert, on va y revenir. Karine de Boissezon, je rappelle, vous êtes directrice de la direction impact du groupe EDF. EDF, ça fait 20 ans qu'il y a un service climatique, c'est ça? Exactement. 20 ans, comment est-ce qu'on passe d'une trajectoire climatique à l'analyse concrète des vulnérabilités de tous vos actifs et de vos activités qui sont vastes finalement? Alors, je pense qu'un des messages qui a été beaucoup passé, c'est effectivement comment on regarde le temps long. Et donc nous, c'est pas à la forêt, mais enfin avec nos actifs, on se projette aussi sur 100 ans, entre le moment où on développe, on construit, on opère et on déconstruit. Donc nos barrages sous le contrôle de Laurent, ils ont 79 ans. Voilà, donc c'est vrai que cet enjeu de la modélisation et de la prise de décision sur du temps long, elle a été prise en compte très rapidement dans le groupe. Donc on a la chance, vous l'avez dit, d'avoir au sein de notre R&D qui compte 2000 chercheurs, d'avoir un service climatique qui a donc des experts du climat, des hydrologues, des statisticiens, et l'enjeu c'est comment on passe des rapports du GIEC à des choses très concrètes, et notamment très concrètes pour nous sur la température de l'eau, puisque 90% de notre électricité dépend de l'eau. Donc soit comme un fuel pour les barrages, soit pour refroidir nos centrales. Et donc pas de forêt en bonne santé, pas d'eau, pas de cycle de l'eau en tout cas correct pour nous, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'IA. Donc le sujet très systémique, on le voit aussi aujourd'hui. Il vous aura pas échappé qu'on parle beaucoup d'électrification en ce moment, et donc ça nous amène évidemment à une responsabilité encore plus forte, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas robustes et résilients, l'électrification sera freinée en fait. Et donc on a absolument besoin d'intégrer au plus près de nos actifs et de nos décisions d'investissement ces enjeux. Et d'ailleurs, petite anecdote, comment on a évolué. Aujourd'hui, la direction impact, elle est dans la même direction que la direction financière, et j'ai moi-même en charge les assurances et les relations investisseurs. Donc vous voyez, le triptyque est intéressant, puisque en regardant ces enjeux, en prenant les assurances, on va évidemment travailler la prévention, et les relations investisseurs, évidemment, l'enjeu, c'est aussi d'aller chercher des financements. Et je pense qu'un des freins aujourd'hui, c'est que s'exposer en exposant ces risques, en étant transparent, nous amène pas que des bonnes choses, en fait. Surtout quand tous les concurrents et tous les acteurs n'ont pas les mêmes actions de transparence. Et donc, on a bien ce frein aussi de dire comment on crée un level playing field, en bon français, pour faire en sorte que parler de ces vulnérabilités, c'est aussi être vu comme quelqu'un qui va aller les résoudre. Et nous, pour la première fois, on s'est vraiment exposé, puisqu'on a publié les OPEX et les CAPEX dont on aura besoin pour gérer ces vulnérabilités. Et donc, on parle de 24 milliards d'euros entre 2026 et 2040, dont 9 milliards pour la partie production et système insulaire, et 15 milliards dans les réseaux de distribution. Et donc, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire, ouais, ça fait beaucoup d'argent. Et en même temps, bonne nouvelle, EDF a identifié les actions qu'on doit mettre en place pour pouvoir gérer notre capacité d'adaptation.
Et on voit bien là toutes les interdépendances entre, avec tous les acteurs du territoire, un peu comme dans les forêts quelque part, tous les usagers et les concurrents aussi, puisque vous devez travailler en filière pour travailler de manière optimale. Alors oui, je pense on a parlé effectivement de la PNAC. Je pense qu'il faut se réjouir quand même qu'on soit dans un pays qui ait donné cette direction et qui organise cet enjeu d'adaptation. On n'en est pas du tout là dans plein d'autres pays. Et donc le gouvernement français qui a en portefeuille EDF, mais pas que. On est 70 entreprises à être dans le portefeuille de l'État. Donc nous, on est 100% État, mais vous avez aussi des entreprises dont l'État est actionnaire à des niveaux beaucoup plus faibles. Néanmoins, l'État, du fait du Covid, a lancé une démarche d'animation de son portefeuille sur les enjeux, notamment climatiques, et nous anime et nous a demandé aussi de produire notre étude de vulnérabilité et notre plan d'adaptation au changement climatique. Et donc, on a fait ça, bien sûr, depuis 2 ans. Et normalement, on devrait avoir aussi un retour de l'État sur finalement qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises de son portefeuille. Et évidemment, ça nous amène à parler à beaucoup d'opérateurs d'infrastructures. Vinci en fait partie, Orange, SNCF. Et quand on parle d'interdépendance et de résilience, effectivement, si nous, on est résilients seuls, mais que nos salariés ne peuvent pas prendre le train, les ponts sont abîmés, les écoles sont fermées, on se rappelle des 1300 écoles fermées l'année dernière, en juin, en fait, on n'est pas résilient. Donc voilà, c'est vraiment cet enjeu d'être résilient ensemble. Et est-ce que ça rejoint ce que vous me disiez moi j'ai quand même une chance incroyable, c'est que j'échange avec chaque intervenant avant. Et donc avant, vous avez pu me dire, il ne suffit pas d'être adapté à un scénario, il faut rester adaptable. Mais ça, j'imagine que ça transforme toute une méthode au sein du groupe, finalement. Oui, c'est-à-dire que pour moi, l'adaptation, c'est un chemin, c'est pas la destination. Donc on dira jamais mission accomplie, ça y est, on est adapté, en fait. Donc c'est pour ça qu'on aime bien parler de robustesse, c'est-à-dire notre capacité, en fait, à étudier plusieurs scénarios et à pas s'enfermer dans une seule voie. Et donc on a, encore une fois, je reviens à cette chance d'avoir cette service climatique, notamment, qui nous aide à faire beaucoup de scénarisation pour nous permettre de gérer des scénarios multiples et complexes. Il vous aura pas échappé qu'on a eu des méduses, par exemple, fin d'été dernier, qui nous ont empêchés à Gravelines. Les méduses, il peut y avoir évidemment le réchauffement de l'eau, mais ça peut être aussi des enjeux de prédateurs qui ne sont plus là. Donc la tempête sèche à Flamanville, à Goretti, des tempêtes, on en a eu beaucoup près de Flamanville, mais là, elle était sèche. Donc on voit qu'on a des facteurs qui sont quand même multiples et complexes, et donc il faut se préparer à revenir à un état stable, d'une certaine manière, quelle que soit la combinaison des scénarios qui nous arrivent. Et ça amène aussi à être bon en gestion de crise. Et je finirai là-dessus, mais c'est important. On a aussi 2 moyens très importants, à la fois pour les réseaux et pour le nucléaire, qui se mettent en place dès l'instant où on est dans la crise, parce que malheureusement, on est de plus en plus dans les crises. On les utilise très régulièrement, ces moyens. Oui, les crises se multiplient. Geoffrey Maille, Geoffrey, vous êtes directeur environnement et développement durable de Vinci Concessions, je le rappelle. Alors Vinci Concessions, on voit bien ce que c'est. Vous exploitez des infrastructures sur des durées de 20 à 40 ans, et parfois plus. Comment l'adaptation est intégrée dans les décisions qui sont prises aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous devez voir dans 20, 40 et plus. Merci Éloi, bonjour à toutes et à tous. Ravi de faire partie de cette table ronde ce matin. Alors en effet, Vinci Concessions, c'est un opérateur d'infrastructures de mobilité qui opère sur le temps long, vous l'avez dit, des concessions qui vont entre 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois beaucoup plus. Et au niveau international, puisqu'on opère dans 25 pays aujourd'hui, plus de 100 infrastructures de mobilité. En France, ce sont 10 aéroports. C'est la ligne LGV entre Tours et Bordeaux, et puis plus de 4400 km d'autoroute avec Vinci Autoroute. Et les effets du changement climatique, on les voit déjà, on les subit déjà, notamment à l'international, avec des épisodes au Japon de typhons qui perturbent assez régulièrement nos activités. En France, des inondations, des incendies, à la fois sur la ligne LGV, mais aussi sur le réseau autoroutier. Et donc, la nécessité de s'adapter au changement climatique, c'est pour nous, depuis déjà plusieurs années, une réelle obligation. Alors, on agit, ça a été dit ce matin plusieurs fois, sur les 2 leviers. L'atténuation, bien sûr, depuis plus de 10 ans maintenant, et l'adaptation. Et en tant qu'acteur de temps long,
on a l'obligation d'anticiper les effets du changement climatique en tant qu'opérateur responsable, même si dans nos contrats de concession aujourd'hui, les obligations de travailler sur l'adaptation au changement climatique ne sont pas clairement demandées. Mais néanmoins, voilà, en tant qu'acteur sur le long terme et subissant déjà des choses, on a une vraie prise de conscience et donc on a mis en place depuis 2 ans maintenant une vraie démarche d'adaptation, de stratégie à l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, on connaît les coûts de l'inaction au changement climatique. Il y a une étude récente qui a été faite sur le réseau routier national, donc plus de 20 000 kilomètres de routes, à la fois concédées et non concédées. Et le coût de l'inaction sur 10 ans, c'est pas loin de 2 milliards d'euros. Donc il y a aussi cet enjeu-là financier qui est important pour nous. Et donc concrètement, comment on fait chez Vinci Concessions pour traiter l'adaptation? On agit sur deux axes. D'abord, ça a été dit aussi par Monsieur Susana ce matin, sur la partie anticipation. On a un fort développement chez Vinci Concessions. On a donc aujourd'hui plus d'une centaine d'infrastructures. Quand j'ai démarré chez Vinci, on avait 23 aéroports, aujourd'hui plus de 70. Donc on voit qu'on a une vraie dynamique de croissance externe. Et donc dans cette phase de croissance externe, lorsqu'on analyse des dossiers, à la fois en acquisition, donc en M&A, mais aussi en réponse à appel d'offres, on analyse maintenant systématiquement les effets du changement climatique. On fait une analyse d'exposition. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on fait systématiquement pour tout nouveau projet. Et puis, lorsqu'on a le temps, ou lorsque l'on voit que l'analyse d'exposition conduit déjà à une exposition assez élevée de l'objet, de l'infrastructure qu'on analyse, on mène une étude de vulnérabilité qui nous permet, en phase d'offre, déjà de dimensionner des solutions, de les inclure dans le business plan de l'offre et donc de les inclure de façon ferme dans notre projet. Ce qui nous permet du coup d'inclure d'ores et déjà de façon anticipée l'ensemble des coûts qui seront nécessaires à pouvoir adapter l'infrastructure dans la durée de la concession, qui peut être donc coût de plusieurs dizaines d'années. Donc ça c'est pour la partie développement et puis pour la partie plutôt asset management, donc le portefeuille existant. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on y va par hiérarchisation, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord sur nos assets, nos entités les plus exposées au changement climatique. On en dénombre aujourd'hui sur notre centaine, à peu près une grosse trentaine, sur lesquels on va conduire d'ici fin 2026 la construction des plans d'adaptation. Qu'on va co-construire avec à la fois les différents acteurs dans l'infrastructure, mais aussi les acteurs du territoire, puisque nos infrastructures sont totalement ancrées dans les territoires, et donc il faut qu'on travaille avec l'ensemble des parties prenantes pour bien construire ces plans d'adaptation. Donc là, on est en plein dedans. L'objectif, c'est de finaliser ces plans d'adaptation d'ici la fin de l'année. C'est votre approche sur l'aéroport de Lyon, si je ne m'abuse? Exactement. Alors l'aéroport de Lyon fait partie de ces aéroports prioritaires, mais encore plus prioritaires puisqu'il est lui-même sujet à la mise en œuvre du PNAC et du coup doit construire pour le coup de façon obligatoire son plan d'adaptation. Et c'est exactement ce qu'on en a fait. Donc là, on arrive à peu près à la fin de la construction du plan. On a co-construit ce plan à la fois avec les acteurs de l'aéroport, puisque la question de l'adaptation, c'est pas seulement un sujet du responsable environnement ou du responsable QSE, RSE de l'entité, c'est un vrai travail collégial avec les services opérations pour tout ce qui est continuité d'activité notamment. C'est un travail avec la direction technique dès lors où il s'agit de construire des plans d'action qui nécessitent des investissements techniques. Comme des augmentations de drainage ou des augmentations de systèmes de ventilation rafraîchissement. Et puis, bien sûr, c'est un travail avec la direction financière, puisque ces montants à la fois d'OPEX, mais aussi de CAPEX, on doit les justifier et les intégrer dans les business plans, alors que ce n'était pas prévu initialement. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et en plus de cela, on travaille avec les acteurs du territoire dans lequel l'aéroport de Lyon est implanté. En l'occurrence, on a travaillé avec la CNCF,
pour travailler justement sur la co-construction d'actions d'adaptation qui ne viennent pas perturber et qui soient cohérentes avec ce que la SNCF elle-même aurait pu prévoir, puisque l'aéroport de Lyon, pour ceux qui connaissent, il est totalement bien desservi par une ligne à grande vitesse qui s'arrête devant l'aéroport. Donc il y a cette vraie interaction entre grands opérateurs de mobilité qui est primordiale dans la construction d'un plan d'adaptation robuste et vraiment efficace. Merci Geoffrey. J'ai peut-être une question, mais ce sera peut-être pour vous, Karine, ou Philippe même. À quel moment un plan d'adaptation d'entreprise devient nécessairement un plan de co-construction avec le territoire, un plan qui inclut tout le monde? Karine, peut-être. Oui, je dirais que du fait de l'eau, si je prends notre enjeu, les concessions hydrauliques, 2/3 ont déjà dans leur cahier des charges du multi-usage de l'eau. Et donc en fait, il est évident que l'eau est un commun, et donc il est vraiment essentiel de se parler avant la crise. Pour faire les bons arbitrages qui ne sont pas forcément simples, hein, vous imaginez. On a notamment des fédérations sportives qui aiment bien faire des compétitions l'été et qui veulent leur lâcher d'eau. Bon, et ça draine beaucoup d'enjeux économiques évidemment dans les territoires. Et donc nous, notre enjeu, ça a été toujours de dire on a énormément de connaissances puisqu'on a beaucoup de capteurs qu'on a développés depuis de nombreuses années, et donc on voit venir assez en avance les problématiques, et donc on essaye de travailler avec les comités de bassin et à partager cette information assez tôt pour pouvoir et pas prendre la décision, puisque c'est pas nous évidemment qui sommes en capacité de prendre des décisions, mais en tout cas de donner des indices de crise de l'eau. Et évidemment, si on reprend ça 2022, pour pouvoir gérer la crise de 2022, on a perdu dans certaines concessions 70% de notre production hydraulique. C'est pas non plus super satisfaisant, parce qu'on rappelle que c'est quand même ça permet l'atténuation d'avoir de l'hydraulicité. Enfin voilà, donc on voit bien qu'il faut absolument travailler le plus en amont possible, et donc on développe notamment des jumeaux numériques, des bassins, pour pouvoir encore une fois associer le territoire à ces réflexions sur ce qui va se passer dans les années à venir, pour s'assurer encore une fois que les bonnes décisions soient prises de façon très collégiale avec le territoire. Merci Karine. Philippe, peut-être un rebond? Oui, je pense. Oui, Marc. Oui, en fait, les effets du réchauffement climatique se traduisent à la fois. Il y a une dimension géographique à ça, donc le territoire est un élément clé. On parle d'infrastructure, etc. Mais aussi une dimension multisectorielle. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'eau, en période de sécheresse, il y a effectivement les besoins de l'agriculture qui sont affectés, de l'énergie pour la production, de l'industrie, des collectivités, des écosystèmes, en fait. Et finalement, on peut se retrouver avec des conflits d'usage à gérer, puisque chaque acteur peut avoir de bonnes raisons d'augmenter les prélèvements, mais la ressource est limitée. Donc ça, c'est un premier point. C'est là où il va falloir, on va avoir besoin de planification publique et on va dire d'orchestrateurs de dialogue entre les acteurs pour partager une vision commune à la fois des risques futurs et puis de prioriser à la fois les investissements, mais aussi les conflits potentiels. Et puis l'autre dimension, ça a été déjà dit, c'est que on a une dimension territoriale au sens que on a ces impacts vont, qu'est-ce que c'est qu'être adapté? Finalement, c'est pas si simple que ça, surtout à l'échelle d'un acteur, puisque les vulnérabilités d'un acteur dépendent d'éléments extérieurs comme la disponibilité de l'eau, l'alimentation électrique, l'accès routier ou ferroviaire, le fonctionnement des ports, les chaînes d'approvisionnement. Donc on voit qu'on doit mobiliser une quantité d'acteurs qui est extrêmement grande autour d'une même table, et c'est ça qui aussi fait la difficulté des métriques, qui fait la difficulté de l'organisation, enfin de l'évaluation de l'adaptation. Voilà, et le territoire, clairement pour moi, est le lieu où ces enjeux d'adaptation sont les plus prégnants. Il y a un sujet de fond. Oui, peut-être Geoffrey. Oui, pardon. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Philippe à l'instant. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs, des infrastructures, mais pas que sur l'ensemble du territoire. Il faut travailler avec l'ensemble des acteurs. On est en train de mener en ce moment une étude intéressante, une évaluation socio-économique qui intègre
qui essaye d'intégrer des données élargies. Et c'est un outil qu'on veut développer pour mieux quantifier les coûts-bénéfices de certaines actions d'adaptation en prenant en compte l'ensemble des composantes, donc une analyse vraiment systémique et très élargie au niveau du territoire. Et les limites de cette étude, puisqu'on en arrive à peu près au bout là, c'est qu'on voit bien qu'on a du mal à capter des informations de l'ensemble des acteurs pour avoir une vraie étude socio-économique totalement complète. Et donc discuter avec l'ensemble des acteurs me paraît vraiment primordial pour pouvoir un jour avoir ce type d'évaluation socio-économique tout à fait complète et ce qui sera du coup, je pense, un fabuleux outil pour n'importe quel gestionnaire qui souhaite justifier certaines actions, prioriser certaines actions par rapport à d'autres. Merci Geoffrey. Il y a donc un sujet qui vous relie tous, c'est quelque part un sujet c'est la pédagogie, quoi. On l'a un petit peu dit tout à l'heure. Albert Maillet, concernant les forêts, comment vous faites? J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous faites pour raconter ce que votre méthode de transformation progressive des forêts par enrichissement, par diversification. Il faut l'expliquer quand même à un public qui se promène en forêt et qui voit sa forêt en bonne santé. Mais vous devez dire oui, elle est en bonne santé, mais on doit commencer maintenant à planter, à diversifier pour plus tard, pour qu'elle continue de rester en bonne santé. Et bon, ça ne doit pas être facile. Oui, il y a effectivement tout un effort narratif, si je puis dire, à faire, mais qui démarre encore plus en amont. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un certain nombre de débats avec des partenaires, des acteurs de la société, qui nous disent, mais finalement, pourquoi vous tenez tellement à agir en plus en anticipation, puisque vous êtes confronté sur le très long terme forestier à des projections climatiques qui, au fur et à mesure qu'on est sur du temps long, deviennent de plus en plus incertaines. Donc vous voulez agir dans un contexte totalement incertain, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent de ne rien faire? Laisser faire la forêt. Et c'est le deuxième élément du raisonnement. Tout au long de l'histoire terrestre, la forêt a subi des variations climatiques très très brutales. Elle s'en est fort bien sortie. L'homme n'était pas là, donc elle s'en est fort bien sortie toute seule. Pourquoi est-ce que là aujourd'hui vous vous sentez obligé d'intervenir? Donc ça c'est la première étape, c'est de traiter ces deux questions-là. Donc la première question sur pourquoi faut-il agir, la réponse a été donnée tout à l'heure, c'est que l'inaction, quand on est dans une situation de risque, c'est une prise de risque. Il ne faut pas croire que agir c'est du risque et ne rien faire c'est une absence de risque. Non, c'est un risque d'une autre nature. Et donc ça reste pas facile à expliquer. Oui, et donc on choisit notre risque. On prend le pari qu'on fera mieux en agissant. Et sur le deuxième argument, il faut comparer des choses comparables. Évidemment que les écosystèmes naturels et notamment les forêts ont des capacités d'adaptation tout à fait considérables. Mais ces capacités d'adaptation naturelles qui se sont exprimées au cours de l'histoire terrestre, elles se sont exprimées sur des temps longs, très longs. Les évolutions climatiques dont on parle, elles se sont faites sur des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Donc sur des temps pareils, effectivement, les brassages génétiques, les adaptations successives ont le temps de s'exprimer. Et en plus, la couverture forestière a quand même fortement varié dans l'espace. Il faut pas croire, c'est pas parce qu'on dit que la forêt a passé le cap qu'elle a passé le cap sans changement. Elle a passé le cap avec des changements importants d'occupation du sol. Or, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. Dans une situation où on a un changement climatique qui est très brutal, mais très rapide. Et en tout cas, beaucoup plus rapide que les capacités des mécanismes d'adaptation naturelle. Alors, on va continuer à s'appuyer sur ces capacités d'adaptation naturelle, puisqu'elles sont encore une fois très, très puissantes sur les écosystèmes forestiers. Mais il faut quand même que l'homme vienne donner un petit coup de pouce dans le système, petit coup de pouce pour accélérer les dispositifs, et on sait comment on peut les accélérer, et un petit coup de pouce pour, je rappelle la deuxième mission du gestionnaire, qui est de faire en sorte que les forêts continuent à apporter leurs services aux populations, pour vérifier que dans ces trajectoires d'adaptation, on ne perd pas en route
le fait que la forêt continue à porter les services que les populations en attendent. Parce que c'est bien de faire perdurer un système forestier, mais si les populations n'y trouvent plus leur compte, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le premier élément pédagogique. Puis le deuxième élément pédagogique, c'est effectivement d'arriver à embarquer les partenaires et le public dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire dans le fait qu'on va agir, on va avoir un impact visuel fort par anticipation sur un système où pour l'instant le problème n'est pas visible et où il peut rester non visible pendant un certain temps. Mais la difficulté, c'est que si on attend qu'il soit visible, là, on aura beaucoup de mal ce sera même quasiment impossible, à suivre le phénomène. On le subira, en fait. Et on voit bien ce qui se passe quand il y a des crises, parce qu'on en a quand même. Quand il y a des crises, on passe d'un système où on essaye de s'adapter à un système où on essaye de résister et de minimiser les dégâts, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça nécessite effectivement beaucoup d'échanges, et on fait de plus en plus appel aux sciences humaines et sociales pour bien comprendre comment les sociétés finalement peuvent réagir à ces changements. Mais on voit l'ampleur de la tâche, on voit tous les conflits d'usage possibles, on le voit par rapport à la filière bois-forêt, on le voit par rapport à l'eau, par rapport à toutes les énergies finalement. Et alors il y a un autre sujet qui peut-être est un dérivé de la pédagogie, c'est la demande publique. Geoffrey Maille, là je voudrais parler juste des appels d'offres, mais peut-être Karine aussi, ça peut être un sujet. Pourquoi c'est important que dès la phase appel d'offres, tous ces sujets soient clairement mentionnés pour... en gros, je donne les éléments de la réponse dans la question, mais pour faire avancer toute la filière vers une adaptation. Vous l'avez dit, Éloi, il y a une question derrière tout ça de compétitivité des répondants à l'appel d'offres. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mes premiers propos, on a mis en place depuis 3-4 ans maintenant l'intégration systématique de l'adaptation dans nos réponses à appel d'offres. Mais malheureusement, on n'est peut-être pas les seuls, mais on est un des rares à le faire. Et donc nous, ce que l'on souhaite, et on a porté d'ailleurs ce message dans différents groupes de travail, notamment dans le cadre du cercle de Giverny, pour que les appels d'offres publics intègrent maintenant systématiquement une obligation pour chaque répondant d'intégrer une stratégie d'adaptation au changement climatique. Sinon, alors nous on peut le faire, et on le fait d'ailleurs, mais ça signifie derrière tout ça des capex supplémentaires qui sont pas demandés. Et donc une dégradation financière de notre offre par rapport à d'autres. Donc il est important pour que tous les candidats aient la même obligation pour qu'à la fin l'adaptation soit totalement intégrée dès le début. Encore une fois, l'anticipation des sujets d'adaptation est pour moi fondamentale et pouvoir les intégrer dès le début lorsqu'on répond à un appel d'offres et donc sécuriser les montants d'investissement dans le business plan long terme de la concession pour n'importe quel candidat, ça me paraît tout à fait indispensable. Même si, bien sûr, dans le temps, et là je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas parce qu'on inscrit un montant d'investissement à un instant T que ce montant sera inscrit dans le marbre et va vraiment être celui-ci. Il faut aussi une forme d'agilité. Donc il est important aussi dans le temps de pouvoir revoir le montant d'investissement, les plans d'action qu'on avait prévus, puisque tout cela évolue au rythme des avancées de la connaissance scientifique. Mais voilà, oui, on a poussé ce sujet. Ça a été... je pense entendu, en tout cas au niveau national, puisque dans les derniers appels d'offres auxquels nous avons contribué en France, les sujets d'adaptation ont fait leur apparition. Et donc, il nous est demandé maintenant d'intégrer, enfin, en tout cas de démontrer qu'on a pris en compte l'adaptation au changement climatique via une analyse d'exposition et de vulnérabilité. Et du coup, on anticipe, on se sent un petit peu plus contraint pour n'importe quel candidat de démontrer qu'on a construit un plan d'adaptation au stade de l'offre. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On imagine aussi, en vous entendant, la difficulté ou votre voie navigable en fait, qui est relativement étroite parce que vous avez aussi des actionnaires et donc il faut arriver à contenter tout le monde et à penser à demain aussi. Ça veut dire qu'il faut arriver à embarquer tout le monde. Et c'est la même approche peut-être pour vous chez EDF. Il faut arriver à embarquer tout le monde.
Oui, alors peut-être aussi pour compléter Oui. ce qu'a dit Geoffrey, je pense que le rôle des assurances est très intéressant. C'est-à-dire qu'un projet qui n'est pas assuré n'est pas financé. Et donc, il me semble essentiel, nous on l'a vécu très clairement sur des événements climatiques extrêmes dans des endroits improbables sur du solaire aux Émirats Arabes Unis. On a eu 3 tempêtes en 18 mois, donc à la fois du vent, des inondations, donc sur le même projet quand même. Et donc là, vos primes d'assurance, elles font x5 entre le premier événement et le deuxième. Donc, vous touchez très très vite les sujets de rentabilité. Donc, en fait, c'est aussi, je pense, le rôle des assurances de créer cette incentive de prévention et de bien regarder ces aspects parce que ça peut, d'une certaine manière, contraindre tout le monde à répondre avec les mêmes enjeux. Alors que sinon, on risque effectivement de perdre des appels d'offres si on est mieux disant sur des sujets qui sont pas vraiment pris en compte. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est un sujet important. Et donc sur la sensibilisation et la mobilisation, oui, effectivement, c'est, je pense, quelque chose. Alors nous, je l'ai dit, on a la chance quand même d'avoir cette animation, encore une fois, de notre actionnaire. Hein, donc c'est vraiment important de permettre le partage de bonnes pratiques entre tous les opérateurs critiques de l'État. Hein, donc je parlais, voilà, SNCF, Orange. Bon, c'est quand même vraiment des infrastructures critiques pour la résilience. Ensuite, c'est vrai que sur la partie territoriale, je pense que là où on a encore des enjeux entre le national et le territorial, c'est qui définit le niveau de service attendu par l'infrastructure critique. C'est pas la même chose si on nous dit on doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi qu'il en coûte, ou pas. Et donc en fait là, je pense que c'est une chose de sensibiliser tout le monde, mais c'est une autre chose d'à la fin prendre la décision entre le local et le national, parce que le local n'aura pas forcément la même vision que le national là-dessus. Et ça souligne l'importance d'un plan, l'importance d'une planification ou l'importance de voir le temps long et de donner un cap. Sans dire, j'ai pas dit le rôle du politique. Hein. On avait dit qu'on n'abordait pas le rôle du politique forcément, mais c'est quand même important. Philippe, vous peut-être un petit mot sur le. En fait, c'est quoi le rôle que le territoire ou en tout cas la puissance publique doit jouer pour éviter les maladaptations ou en tout cas les adaptations conduites par silo et qui finalement, il n'y a pas de plan, quoi. Vaste question, non, merci. Ouais, c'est pas. Enfin, pour moi, le territoire, c'est tout simplement l'espace en fait où les interactions entre secteurs peut se faire. Donc, je pense que c'est là que le territoire doit organiser un petit peu la planification publique doit organiser le dialogue entre les acteurs. Une fois que j'ai dit ça, c'est Yaka Faucon. Enfin, c'est pas simple d'abord parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Enfin, et je dirais même que le recensement de tous les acteurs déjà est un enjeu en soi. Mais en tout cas, pour moi, ça me paraît clair que c'est le territoire qui est probablement un des organes où on peut favoriser le dialogue entre les acteurs, partager justement la vision commune et puis arbitrer les conflits. Donc si on n'a pas de coordination, on va risquer de multiplier des stratégies qui peuvent être sectoriellement cohérentes, mais qui seront contradictoires collectivement. Merci Philippe. On va passer au tour de questions. Les questions, donc je vous le rappelle, sont posées via le Wi-Fi, via le code que vous avez. Vous avez bien le code. Ça tombe bien parce que moi j'ai pas noté les lettres, donc voilà, elles sont là. Si vous avez noté le code, n'hésitez pas à poser des questions. J'en ai qui m'arrivent sur la tablette. J'ai une question pour vous, Geoffrey. Une question d'Elena. Quel type de matériaux de construction recherchez-vous pour garantir la résilience des infrastructures ? Quels sont les principaux défauts rencontrés dans vos infrastructures face aux impacts climatiques ? Donc ce sont 2 questions en une. Sur les matériaux, ça va être difficile de répondre puisqu'il n'y a pas de réponse unique. Ça va dépendre vraiment à la fois des aléas et de niveau de vulnérabilité et du coup du plan d'action qu'on décide de mettre derrière. Ensuite, par rapport aux grands aléas auxquels nous devons répondre, principalement sur nos infrastructures, qu'elles soient autoroutières ou aéroportuaires, c'est principalement le risque d'inondation qui revient le plus souvent en termes de solutions constructives. C'est surtout cet aléa-là qui est le plus prégnant chez nous. Et donc ça consiste à redimensionner des réseaux de drainage, construire des bassins de régulation. Parfois, ça vient
en contradiction avec notre souhait aussi de préserver l'occupation des sols et la biodiversité, puisque construire des grands bassins de régulation sur une infrastructure, ça sous-entend de venir changer un petit peu la nature du sol pour pouvoir construire ces bassins. Donc on est parfois confronté à ce dilemme aussi de gestion d'impact différents entre adaptation au changement climatique et biodiversité. Mais c'est principalement ça, oui, c'est la régulation des eaux et la gestion des événements d'inondation qui vont être à la fois plus intenses et plus fréquents dans le futur. Merci. Une question pour vous, Karine, une question de Théodora. Quelles sont les actions d'EDF pour anticiper l'augmentation de la température de l'eau, identifier les risques associés et y répondre? Effectivement, c'est un enjeu essentiel pour nous qui est un enjeu. Alors, il y a déjà les caractéristiques, c'est ou trop d'eau ou pas assez d'eau, c'est ce qu'on vit globalement. Et donc, pour l'hydraulique, c'est bien la flexibilité en fait qu'on peut avoir dans le système hydraulique. Donc, on développe notamment, on va essayer d'en faire de plus en plus des systèmes de stockage hydraulique pour pouvoir répondre aux enjeux de variation, on va dire, du système, mais aussi d'essayer d'aller turbiner des débits très faible, donc on commence à essayer de le faire sur un certain nombre de nos ouvrages. Et puis bien sûr sur le nucléaire, il y a l'enjeu de la température de l'eau. Donc c'est pas un enjeu de sûreté, c'est vraiment un enjeu de préservation des écosystèmes. Et là, on a évidemment des solutions à la fois techniques et des solutions fondées sur la nature aussi. On parlait des forêts. Investir dans la forêt, c'est aussi investir dans le cycle de l'eau. Et donc on le fait aussi beaucoup. Dans l'hydraulique aussi, on a des solutions fondées sur la nature pour la qualité de l'eau. Donc on essaye vraiment de mixer les deux aspects, à la fois technique, technologique et solutions fondées sur la nature. Et encore une fois, comme je le disais, tout dépend de l'attente qu'on a d'EDF en moment extrême aussi. Est-ce qu'on doit forcément être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les moments extrêmes, ou est-ce que les centrales ne sont pas forcément disponibles? Donc c'est aussi des discussions plus larges qu'il faut faire. Et puis c'est pas une question qui m'a été posée, mais je voudrais quand même dire, on a parlé beaucoup des actifs physiques. L'adaptation, c'est aussi nos capacités cognitives et nos conditions de travail. Et voilà, je pense que c'est un peu un angle mort de notre discussion, mais c'est un angle très important, surtout pour des salariés qui vont prendre des décisions sur des infrastructures très très importantes. Il faut qu'ils aient les conditions de capacité cognitive importantes. Et donc, on a notamment opéré nos salariés. Donc, on les monitore. Là, on fait des tests depuis 2 ans dans nos centrales nucléaires et thermiques qui sont exposées déjà à des températures très élevées dans le sud de la France pour comprendre en fait leurs problématiques de repos, de vigilance et de capacité cognitive. Donc c'est des discussions aussi pas faciles parce qu'il faut évidemment que les salariés acceptent cette intrusion dans leur vie parce qu'on va aussi regarder leur sommeil. Voilà, donc je voudrais dire que c'est quand même un sujet très 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 important et sur lequel il faut surtout se mobiliser et pas parler que des actifs physiques. Est-ce que ces études-là, ces recherches que vous faites, seront partagées largement parce que elles peuvent intéresser tout le monde. On travaille avec le Human Adaptation Institute de Christian Clot qui a monté beaucoup de choses autour de ce sujet de la chaleur sèche et pas que de la chaleur humide. Donc là aujourd'hui, on a déjà des protocoles parce que ça n'a pas été simple, vous imaginez, notamment avec les organisations représentatives du personnel. Donc et en fait, à la fin, ce qui est essentiel, donc encore une fois, il y a des solutions typiquement qui peuvent être des solutions des vêtements de travail, donc comment on refroidit les corps. Évidemment, il y a aussi tout ce qu'on peut faire sur les points d'eau, sur les sites. En revanche, le sujet qui est plus complexe, c'est à la maison. En fait, c'est comment et on revient aux études socio-économiques, c'est quelle est leur vulnérabilité face à la chaleur dans leur domicile. Et donc là aussi, c'est comment on attaque ce sujet chez nos salariés, en fait, de comment on les accompagne eux-mêmes dans leur protection face aux événements climatiques extrêmes. Et puis après, il y a des décisions personnelles aussi de comment je dors et ma qualité de sommeil. Et après, évidemment, et ça c'est essentiel, et on parle du collectif, c'est la vigilance partagée, c'est-à-dire quelle est la capacité d'un collègue de repérer les signaux faibles de son autre collègue et de lui dire non, tu ne vas pas rentrer dans la centrale aujourd'hui. Et ça, c'est aussi des travaux qu'on fait en intelligence collective pour avoir cette capacité de parole et de vigilance partagée entre nous pour les opérateurs qui font des manœuvres très importantes. J'entends déjà dans mon oreillette certains dire que c'était un retour à une vision paternaliste de l'entreprise.
Mais bon, en même temps, Non, vous mais l'expliquez bien. vous hein, avez c'est raison, pas- ça fait partie des difficultés clairement aujourd'hui. C'est quoi notre l'intrusion et exactement. Donc c'est tout à fait un enjeu évident. Vous avez raison de comment on fait en fait pour à la fois être vigilant et en même temps ne pas être intrusif. Et ça me fait penser, Geoffrey, vous, ça doit être pareil. Quand on travaille sous le cagnard pour construire des routes, par exemple, ben forcément, il y a toute une autre prise en charge à avoir aussi. Oui, mais je rebondis totalement à ce que disait Karine. C'est un sujet sur lequel on travaille, qu'on étudie et sur lequel on tente de répondre. Hein, l'adéquation de ces vagues de chaleur extrêmes, notamment, et les conditions de travail, en adaptant à la fois les pauses, les tenues, tout en respectant les obligations de port de pays, ce qui est là encore difficile. Mais voilà, on travaille sur ces sujets-là. À l'aéroport de Lyon, notamment, dans l'étude que je mentionnais, c'est une des actions repose sur l'adaptation des tenues de travail des différents opérateurs pour réussir à travailler dans des conditions un peu plus compliquées. Merci. J'ai une question pour Albert Maillet. Quid de la gestion, c'est une question de Vincent. Quid de la gestion des forêts privées dans une visée d'adaptation? Alors vous, bien sûr, vous avez c'est un quart de la forêt. Mais bon, quand même, vous avez aussi une mission un petit peu entre les lignes, en plus. Alors, on n'a pas de mission sur la forêt privée. Il y a des organismes qui ont des missions en forêt privée. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les problématiques à la base sont les mêmes. Après, les solutions ne sont pas forcément transposables parce qu'on n'est pas, par exemple, on n'est pas dans des situations foncières équivalentes. La surface moyenne des forêts domaniales en France, c'est 1 millier d'hectares. La surface moyenne des forêts communales, c'est de l'ordre de 300-350 hectares. La surface moyenne des forêts privées, c'est moins de 4 hectares. Et vous avez 3,5 millions de propriétaires, c'est-à-dire 3,5 millions de décideurs. Alors qu'en forêt domaniale, il n'y a qu'un décideur, c'est l'ONF, pour le compte de l'État. Et en forêt communale, ils sont un peu plus nombreux, il y a 17 000 communes qui décident. Donc le contexte d'action n'est pas le même, mais la problématique à la base, elle est la même. Alors, on ne s'occupe pas des forêts privées, mais effectivement, les solutions techniques, les innovations techniques, on les mène en partenariat avec les organismes qui s'occupent de la forêt privée pour qu'ils puissent effectivement les récupérer et les adapter finalement à la problématique des propriétaires forestiers privés, sachant que la différence aussi, c'est que dans les propriétés forestières publiques, le gestionnaire qui s'occupe de ces propriétés, c'est l'ONF, c'est donc un gestionnaire dont c'est le métier de s'occuper de la forêt. La très grande majorité des propriétaires privés, c'est pas leur métier de s'occuper de la forêt. Ils ont un autre métier, ils sont médecins, avocats, agriculteurs, etc. Et donc ils font appel ou pas, c'est d'ailleurs un des problèmes, à des gestionnaires pour les aider à gérer leur forêt. Mais il y a aujourd'hui une part importante des forêts privées qui, de fait, ne sont pas gérées du tout. Ce qui d'ailleurs donne un référentiel intéressant par rapport à la question dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe par rapport au changement climatique si on ne fait rien dans une forêt? Oui, oui. Peut-être qu'il faudrait toujours laisser quelques forêts. C'est ce qu'on fait, même en forêt publique. Pour montrer. Même en forêt publique. On le fait aussi pour d'autres raisons, hein, notamment en matière de biodiversité. On a des réseaux d'espaces totalement en réserve intégrale. Alors au départ, c'était pour avoir des trames de réservoirs de biodiversité. Mais aujourd'hui, on s'en sert de plus en plus comme référentiel pour voir qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien dans un système. Merci Albert. Alors j'ai une question de Arthur Lucas, qui nous précise qu'il est étudiant en Sciences Po Grenoble. Donc immédiatement, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous regarder Philippe. Oui, vous allez voir. Dans le développement d'un plan d'adaptation d'organisation publique ou d'entreprise, en prenant en compte les projections alarmantes d'une France à plus 4 degrés en 2100, est-ce que l'adaptation transformationnelle est envisagée? Sinon, quels sont les freins structuraux à la transformation? Merci Arthur. Ah. Et vous avez je sais pas si je vais pouvoir répondre à l'intégralité de la question. Alors, d'abord, juste pour compléter sur la question du territoire, je pense que ça a été dit par Jean-François Souzana, c'est la question de l'observation
de l'efficacité en fait de mesures, alors incrémentales ou transformationnelles, j'en sais rien, mais en tout cas le territoire c'est aussi le lieu où on peut observer. Donc c'est un très bel observatoire. Donc je pense que ça c'est aussi un rôle que peut jouer le territoire. Par rapport à ces questions de trajectoire à plus 4 degrés, moi je vais être même un petit peu provocateur dans l'histoire, hein, c'est que, et ça a été d'ailleurs mentionné par Jean-François Sousana aussi, c'est que la trajectoire de référence adaptation au changement climatique qui est finalement une trajectoire, est un scénario médian en fait, et n'explore pas des situations de stress test beaucoup plus comment dire contraignant. On peut prendre pour référence une étude qui avait été faite en amont des Jeux Olympiques à Paris, donc Paris à 50 degrés. Eh bien, je pense qu'il faut même aller au-delà de cette trajectoire médiane de la trajectoire de référence qui reste un cadre qui était nécessaire. C'est quelque chose de positif en soi, mais en tout cas pas oublier que finalement à rester sur cette trajectoire médiane, on pourrait même passer à côté d'événements bien plus impactants. Du coup, j'ai pas répondu à la question. Non, mais je pense que j'ai donné les éléments de ma réponse. Philippe est disponible sur certains réseaux, hein, donc vous pouvez échanger avec lui, Arthur. J'ai une question, ce sera la dernière question, une question d'Agnès. Qui finalement vous challenge un petit peu sur votre responsabilité de grands groupes et de grandes organisations pour l'ONF. Partagez-vous des synthèses de vos analyses d'exposition et de vulnérabilité pour l'utiliser comme exemple, comme apprentissage par d'autres acteurs, opérateurs essentiels ou non? Et puis, si oui, comment y accéder, etc., etc. Et avec quels opérateurs du système de santé avez-vous déjà travaillé, par exemple? On peut commencer par vous, Karine. Alors, donc, comme je disais, on a énormément de données, et notamment sur ce qu'on appelle l'hydrothermobio. Donc, c'est vraiment comprendre l'impact de la hausse des températures autour des cours d'eau près de nos actifs. Donc ça, c'est des données qu'on partage avec toute la communauté scientifique. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, évidemment qui sont quand même à un niveau technique assez important, mais qui permettent de travailler avec l'ensemble des opérateurs. On a énormément de partenariats. Hein. De toute façon, on ne sait pas tout seul, c'est une évidence. Je pense qu'on reste humble face à tous ces enjeux. Donc en revanche, sur les études de vulnérabilité, la commande a été faite au gouvernement hein, dans le cadre du PNAC. Donc tous les opérateurs, et notamment énergie et transport, ont transmis leur étude de vulnérabilité au gouvernement, leur plan d'adaptation au changement climatique, et après c'est au gouvernement de rendre compte. Et donc j'imagine qu'ils travailleront sur un certain nombre de documents dans les mois à venir. En tout cas, ça fait partie je pense, de leur ambition. En tout cas, pour les opérateurs qui font partie du portefeuille, il y a bien des partages qui sont faits entre opérateurs sur ces enjeux-là pour justement être résilients ensemble. Merci Karine. Geoffrey ? Non, mais c'est la même démarche chez nous. Sur les études de vulnérabilité, nos sites qui sont soumis au PNAC enverront leur plan d'adaptation au ministère conformément à la demande. Et ensuite, ça a été dit aussi par Karine tout à l'heure, il y a des initiatives intersectorielles aussi qui existent. Hein. On travaille dans le cadre d'un groupe de réflexion sur l'adaptation au changement climatique pour les grands opérateurs. Et donc là, c'est aussi une instance dans laquelle on peut partager des analyses, des études entre acteurs comme SNCF, Veolia, EDF, Orange et puis le ministère des Armées qui est présent, je crois, aujourd'hui. On échange nos analyses, nos études et pour essayer de définir des actions collectives, des propositions d'action collective qui ont du sens pour l'ensemble de ces grands acteurs, de ces grands opérateurs. Et Albert Maillet, vous, pour l'ONF, j'imagine que c'est aussi la même approche, vous partagez largement vos travaux. Alors effectivement, on partage beaucoup de nos analyses avec dans d'autres cercles, plus larges que le cercle simplement des acteurs forestiers. Je vous prendrai quelques exemples pour illustrer. Tout simplement parce que ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure, on est à la croisée d'un certain nombre de politiques publiques qui ont des interactions entre elles. Donc, bien sûr, on parle d'adaptation au changement climatique, mais on doit aussi documenter ce que ça a comme effet par rapport à la stratégie nationale biodiversité. On doit aussi documenter ce que ça a comme effet par rapport à la stratégie nationale bas carbone, sur les bilans carbone. On doit aussi documenter ce que ça a comme effet sur les stratégies nationales autour de l'eau, de la gestion de l'eau, puisque la forêt a un rôle très important, quantitatif et qualitatif,
sur le cycle de l'eau, sur le petit cycle d'eau et sur le grand cycle de l'eau. Et on commence à rentrer peu à peu dans des discussions multi-acteurs autour du concept One Health, une seule santé, qui a tendance maintenant à agréger finalement toute une série de composantes environnementales, agronomiques, forestières, hydrauliques, etc., autour de la santé humaine ou animale d'ailleurs, parce que ça c'est un point important aussi. Hein, les questions de transmission maladie, faune sauvage ou animal sauvage vers l'homme, elles sont particulièrement importantes à l'interface entre les systèmes forestiers et les zones habitées ou les systèmes habités dans le monde. Voilà. Et ça, c'est une parfaite accroche, juste pour rappeler que vous pouvez retrouver la précédente journée qui a eu lieu en décembre 2025, Santé et Climat, organisée par Météo Climat, et nous avons abordé justement tous ces sujets liés globalement au vivant. Toute dernière question, une question très courte, c'est mon petit jeu de fin. Dans votre domaine, quelle décision ou quelle manière de travailler ne peut plus être repoussée si nous voulons réellement nous adapter? Et j'ai envie de démarrer avec vous, Geoffrey. Question très courte. Alors, mais j'y ai déjà répondu en fait tout à l'heure. C'est la prise en compte systématique de sujets d'adaptation dans nos activités quotidiennes, au sein de mon équipe, là, dans toutes les réponses à appels d'offres. C'est quelque chose qui est maintenant tout à fait ancré et systématique. Merci Geoffrey. Albert? Je dirais moi aussi, je l'évoquais tout à l'heure, mais je dirais que ce qui me paraît le plus important, c'est de rester sur le principe que on doit agir, on ne doit pas rester attentiste et passif, même si on est dans un contexte qui est incertain, donc qui est finalement déstabilisant. Et on ne doit pas agir seul. On ne doit pas agir seul parce que on doit le faire avec les autres acteurs du territoire, les autres acteurs économiques, enfin tous ceux qui directement ou indirectement vont être impactés par les décisions qu'on peut prendre. Merci Albert. Karine? Je pense que c'est quand même le financement. Aujourd'hui, il faut vraiment pas juste dire qu'on va faire, il faut mettre des euros derrière. Et donc, c'est la crédibilité pour moi entre les plans de transition climatique et le financement de ces plans de transition climatique, et en particulier sur l'adaptation. Merci. Et enfin, Philippe? Moi, je pense que ce qui peut plus être repoussé, c'est intégrer systématiquement le climat futur dans les décisions d'aujourd'hui. Ça a été dit, on a beaucoup parlé d'adaptation, mais pas de maladaptation. Et je crois que ce qui est important, c'est d'intégrer ces scénarios. Et là, je pense qu'on a du travail à faire. Alors, c'est vrai que un service climatique, justement, qui permet de projeter, je pense que ça, c'est vraiment presque un modèle à suivre. Il faut continuer, il faut concevoir des infrastructures qui sont, envisagées sur le climat passé, alors que leur durée de vie dépasse souvent plusieurs décennies. Et donc, même si ça a été dit, plus on projette loin, plus l'incertitude est grande, il faut accepter l'incertitude sans attendre qu'elle disparaisse. Et l'enjeu, c'est pas de prévoir, parfaitement l'avenir, mais de prendre les décisions robustes face à plusieurs futurs possibles, et en particulier les plus impactants. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu de cette discussion. Ce que je retiens, juste sur la dernière question, je serais incapable de synthétiser tout ce qui a pu être dit. Il s'agit rapidement là de jouer vraiment sur la demande, qu'elle soit publique ou pas, mais jouer sur la demande dès l'appel d'offres, agir mais pas seul, travailler sur le financement du plan climatique et que ce soit crédible, intégrer le climat futur dans les décisions. Merci beaucoup, je crois qu'on peut vous applaudir tous les quatre. Merci. Nous allons faire une pause de 30 minutes. C'est l'occasion pour vous de découvrir ce joli lieu. C'est l'occasion pour vous de prendre un café. Si vous nous regardez à distance, vous pouvez prendre un café aussi. Si vous nous regardez